Un jour, j'irai là-haut. Là-haut, c'est Sagarmatha, la déesse mère pour les Népalais, ou Chomolungma, la sainte mère de l'univers pour les Tibétains. C'est ce que j'avais dit lors d'une expédition en Himalaya, et ce matin-là, nous étions au sommet du mont Gokyo, à 5600 mètres d'altitude, et face à nous, des centaines et des centaines de sommets himalayens. Un jour, j'irai là-haut. Là-haut, c'est la frontière la plus haute du monde entre un Tibet muselé et un Népal souriant. Un jour, j'irai là-haut. Là-haut, c'est l'Everest, le toit du monde. 8848 mètres, juste à peu près l'altitude à laquelle volent les Airbus et les Boeing. 13 ans, jour pour jour, après avoir prononcé cette phrase, je suis au sommet de l'Everest. J'ai réalisé mon rêve de gosse le plus fou, je me tiens sur le pic le plus proche des étoiles, le plus proche du cosmos et du Soleil. Mais gravir l'Everest répond à un certain nombre de protocoles qu'il est dangereux de transgresser. Idéalement, il faut d'abord gravir des sommets de plus de 6000 mètres, quelques sommets de 7000 mètres, un ou deux sommets de 8000 mètres, un programme qui prend des années et des années. Impossible pour un type à la tête d'une entreprise de plus de 120 personnes, impossible pour un type qui tient un petit peu à sa vie de famille, impossible surtout pour un type qui s'était promis en 2010 d'aller fêter ses 40 ans au sommet de l'Everest. Alors, il m'a fallu transgresser tous ces protocoles. Il m'a fallu sauter le pas comme pour franchir ces immenses crevasses du glacier du Khumbu qui barre l'accès à la voie Népal du sommet de l'Everest côté népalais. Aujourd'hui, avec la même méthode, la même organisation et de la même manière qu'il faut passer par des camps d'acclimatation pour aller sur le toit du monde, je vous propose d'aller explorer les différents camps, les différents ressorts du passage à l'action, ou comment, pour se réaliser, pour vous réaliser, passer à l'action est le facteur clé de vos réussites futures. Alors si vous êtes prêts, chaussons les crampons, prenons les piolets et partons en direction du camp de base de la réussite, le rêve. Première étape, avant de sauter le pas, il faut un rêve, un projet. C'est le plus important. Sans rêve, pas de désir. Sans désir, pas d'audace. Et si chacun porte en lui un rêve, encore faut-il l'identifier. Ce rêve dont on est sûr que si on ne le réalise pas, on le regrettera toute sa vie. Et la vie ne se négocie pas. La vie est unique. C'est ce que j'appelle le train de la destinée, un train qui ne passe qu'une seule fois. Et tant qu'à faire, autant rêver en grand, en audacieux, un peu comme Elon Musk, ce type que tout le monde connaît désormais, qui, après avoir envoyé une Tesla dans l'espace à bord de l'une de ses fusées, après avoir conçu, fabriqué et prouvé qu'on pouvait réutiliser des fusées, a un nouveau projet, évidemment à base de fusées. Et ce projet, il s'appelle The Big Fucking Rocket, littéralement la putain de grosse fusée. Avec ça, il compte envoyer les passagers d'un point A à un point B de la planète en passant par l'atmosphère à 27 000 km/h, Paris-New York 27 minutes, Bangkok-Dubaï 30 minutes. Le rêve de gosse d'Elon Musk, c'était de construire des fusées. Il y est parvenu avec un acharnement incroyable, mais une disruption aussi extraordinaire de toute la chaîne de valeur de la conception, de la construction d'une fusée. Et aujourd'hui, c'est le plus grand concurrent de la NASA. Moi, j'ai juste rêvé d'aller vers l'Everest. J'ai dit ce que j'allais faire et j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est aussi simple que ça. Rien de plus efficace en termes d'exemplarité pour un manager, un leader, mais aussi pour un père. Et là-haut, depuis mon belvédère, là-haut, depuis le toit du monde, j'ai eu l'immense privilège d'assister ce matin-là à un extraordinaire lever de soleil sur l'immensité de la planète. Mais avant de fouler le toit du monde, il m'aura fallu en franchir des étapes et des trucs soi-disant impossibles à réaliser. Et à un moment donné, pour réaliser ses rêves, il va falloir pratiquer ce qu'on appelle le dépassement de soi et sortir de sa zone de confort. Mais il faudra aussi de la constance, de la persévérance, de la volonté, de l'opiniâtreté, de l'obstination, bref, ne rien lâcher. Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, triple champion du monde de canoë, 20 ans au plus haut niveau mondial de sa discipline, nous le rappelle dans son livre « Une histoire d'équilibre », si tu choisis une voie,
mets tous les atouts de ton côté, ne fais pas les choses à moitié et surtout, surtout, ne lâche rien. Car vous allez devoir affronter des armées de gens qui vous soutiendront, preuve scientifique à l'appui, qu'il sera impossible de réaliser votre rêve. Et ce qui est passionnant avec l'impossible des autres, c'est de le rendre possible pour vous. Aller faire l'Everest sans avoir fait d'autres sommets de plus de 8000 mètres, impossible. Aller faire l'Everest à la tête d'une entreprise de plus de 120 personnes en la laissant en autogestion pendant plusieurs mois, impossible. Aller faire l'Everest pendant la plus grave crise financière de ces dernières décennies, la crise des subprimes, impossible. Beaucoup de gens me prenaient pour un fou. Alors, je ne les ai pas entendus. Mieux, et c'est là toute la différence, je ne les ai pas écoutés. Alors fuyez les gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Alors ça, c'est pas de moi, c'est de Albert Einstein. Alors on va remonter un peu dans notre histoire, ou plutôt dans notre préhistoire, pour imaginer un peu le propos. Néandertal, quand il partait chasser le mammouth avec ses flèches et ses saguets, il ne se posait pas de question de savoir si c'était possible ou pas possible. Non, il y allait le type, avec la foi au ventre, avec la faim aussi, bien sûr. Alors, nous devrions tous nous remémorer nos premières parties de chasse au mammouth pour relativiser notre perception de l'impossible. Car l'impossible, en réalité, n'est là que pour que nous le transcendions. L'impossible, c'est juste impossible en attente pour que nous revisitions nos propres limites. Et quelles limites d'ailleurs? Des limites que les autres, les amis, la famille, les parents, la société nous imposent. Souvenez-vous, les fameux saboteurs dont je vous parlais tout à l'heure, celles et ceux qui vous affirment que c'est impossible. Alors, soyez Néandertal, prenez des risques. Et moi, s'il y a bien un risque que je ne veux pas prendre dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Ne pas rester dans ma zone d'inconfort, car je sais qu'elle peut devenir aussi une sacrée zone d'inconfort. Les zones de confort sont peuplées de décisions qu'on ne prend pas et qui laissent fatalement mourir à petit feu tous nos rêves les plus chers. Vous savez, cette propension à l'immobilisme qui prévaut quand il s'agit de quitter un terrain connu. Alors, comme nous sommes acclimatés, que tout va bien, poursuivons vers le camp supérieur ou comment sublimer les doutes. Rêver, identifier le bon rêve, se heurter à l'impossible des autres, prendre des risques, telles sont les premières clés de vos réussites futures. Et une fois que vous avez trouvé cette harmonie fondatrice, ce projet qui est en vous, viendra le nécessaire temps du passage à l'action. Bah oui, s'il n'y a pas de passage à l'action, il ne va rien se passer. Et pour toute chose, il y a un prix à payer. Savez-vous comment il faisait Néandertal pour manger le mammouth qu'il avait chassé du bout de la trompe jusqu'au bout de la queue? Petite bouchée par petite bouchée. Et la stratégie est la même pour tous les grands projets. Avancez étape par étape pour ne pas procrastiner. Écrivez votre projet, rédigez votre projet. Ensuite, donnez-vous une deadline pour démarrer ce projet. Apprenez à pratiquer le rétro-planning. Parlez-en au plus grand nombre possible autour de vous. Comme ça, vous ne pourrez plus faire machine arrière. Vous ne pourrez plus vous déjuger. Et en apprenant le rétro-planning, apprenez à décomposer phase par phase, micro-projet par micro-projet, petite bouchée par petite bouchée. Et là, deux stratégies s'opposent. La stratégie numéro 1, c'est la stratégie Descartes. La stratégie numéro 2, c'est la stratégie Descartes. La stratégie Descartes consiste à se comporter comme tous les bons consultants qui auditent, analysent, expertisent et qui, à partir des matrices de SWOT, bâtissent des plans d'action. À l'inverse de l'esprit qui analyse, vérifie les chiffres et bâtit des plans d'action, la stratégie Descartes consiste d'abord à faire fonctionner votre intuition. Alors, raisonnez à l'inverse de 95% des consultants qui se disent « Voilà toutes les cartes que j'ai entre mes mains, qu'est-ce que je peux bien en faire ?» Et posez-vous la question de savoir quel est votre projet, quel est votre rêve. Et allez chercher une à une les cartes qu'il vous manque. En d'autres termes, prenez les décisions en fonction de là où vous voulez aller et non pas de là où vous êtes. C'est ce que j'ai fait pour ce grand projet sur l'Everest. Alors, réaliser son rêve de gosse, c'est bien. Le réaliser avec éthique, c'est mieux. Et c'est pour ça que
j'ai organisé la première expédition française de dépollution de l'Everest. Car si l'Everest est bel et bien la plus haute montagne du monde, c'est aussi la plus haute décharge du monde, la plus haute poubelle du monde, le plus haut chiotte du monde, depuis des décennies. Des centaines et des centaines d'expéditions ont abandonné sur les contreforts de l'Himalaya des tonnes et des tonnes de déchets. La pollution par l'homme, de l'un des plus beaux sites naturels au monde, les neiges éternelles de l'Himalaya. Et c'est de ce constat qu'est né ce double projet. Un projet pour moi, bien sûr, mais aussi un projet pour la nature, pour l'environnement, pour les générations futures. Ce projet a donné naissance à d'autres projets, ce que j'appelle des projets héritiers. Je pense notamment à l'expédition de mon ami Gérard Claire-Midi Everest Green 2017, qui a collecté et redescendu 5 tonnes des contreforts de l'Himalaya, et à cette jeune Française, Marion Chéniaud-Dupuis, qui s'est assignée à nettoyer, dépolluer aussi les différents camps de base de l'Everest. Sauter le pas, en réalité, c'est l'alchimie de toutes ces notions inséparables. Souvenez-vous du camp de base, le rêve, la promesse. Un jour, j'irai là-haut. Alors, rêvez en grand, rêvez en audacieux. Ensuite, souvenez-vous du camp supérieur ou comment rendre l'impossible possible. Prenez des risques, soyez Néandertal, oubliez les limites des autres, sortez de votre zone de confort et surtout, ne lâchez rien. Le sommet, en réalité, c'est le passage à l'action. Enclenchez le mode projet, mangez le mammouth, petite bouchée par petite bouchée, donnez-vous une deadline et appliquez la stratégie Descartes, mais pas la stratégie Descartes. Ce que j'ai appris en allant au sommet de l'Everest, c'est ce que j'ai appris sur moi, mais aussi sur le monde. Qu'il faut de l'audace, bien sûr, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, mais surtout, qu'il faut passer à l'action. Le philosophe Sénèque nous le rappelle dans sa grande sagesse. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci infiniment.